Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter en quelques mots, âge, situation, profession? Oui, je m'appelle Valérie Valentin, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants de 12 et 10 ans et je travaille actuellement dans une banque où je suis dans le domaine de la formation, de l'animation commerciale. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu qui tu es, quels sont tes traits de caractère? Alors, je pense être une bonne vivante, je pense profiter au maximum de la vie et de tous les petits bonheurs que la vie m'offre. Et voilà, je pense que j'essaye de ne pas m'encombrer des soucis au quotidien, de les mettre de côté et de voir le bon côté de toutes les situations que je vis. C'est vrai qu'on te sent hyper positive dans toutes tes démarches, dans ton parcours aussi. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais me dire quelles sont tes priorités dans la vie, tu me dirais quoi? Euh, ouais, être heureux. Ok, C'est tout. C'est Voilà, déjà bien. par n'importe quel moyen, mais légal si possible. Oui. Mais ouais, juste profiter, savourer de tous les moments de la vie, quoi. C'est vraiment la priorité de base. Après, ça va englober plein de choses. Prendre du plaisir dans son travail, être bien au sein de sa famille, faire du bien autour de nous, mais voilà. Mais principalement, ouais, juste être heureux. Bon, aujourd'hui on se rencontre parce qu'effectivement, je t'ai rencontré par le biais de diverses activités et j'ai appris que tu as été chamboulée par une maladie. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux. Alors par contre, faut pas me demander les années parce que c'est des choses que je n'imprime pas dans mon petit cerveau. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu effectivement mon premier cancer du sein qui était pas grave. Pas grave, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de traitement lourd. Moi, j'ai juste subi une grosse opération et puis tout est passé comme ça. Voilà. Et 3 ans après, j'ai développé un deuxième cancer, toujours au sein. Et là, par contre, il était un peu plus coriace. Donc, j'ai dû avoir toute la panoplie des traitements qui existent. Donc, je suis calée briefée sur tous les traitements, à savoir la chimiothérapie, la radiothérapie, l'Herceptin, qui est une mini-chimio, l'hormonothérapie, les opérations. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des traitements que j'ai eu. Mais quels ont été à la base les symptômes qui t'ont dit bah là j'ai peut-être quelque chose, je vais consulter le médecin? Le tout premier, je me suis étirée un beau matin et ne me demande pas pourquoi, j'ai eu ma main à frôler en fait ma poitrine et j'ai senti qu'il y avait une boule. Et c'était un dimanche et le lendemain j'avais rendez-vous avec la visite médicale, enfin j'avais un rendez-vous visite médicale du travail et j'en ai parlé. Et là elle me dit il faut consulter, elle a dit il faut que vous fassiez une mammographie. Et donc tout s'est enchaîné très vite et voilà, mais aucun symptôme de fatigue, Pas ni de rien. douleur ou quoi que ce soit. Aucune douleur. Ça, et donc, tu peux nous expliquer du coup, bah là, effectivement, tu fais une mammographie, les médecins se rendent compte que tu es malade, ils t'informent. Quelle est ta réaction à ce moment-là? Alors, si ça avait été ça, je pense que ça irait à peu près. Le moment le plus difficile, c'est qu'il s'est passé quasiment 2 mois entre la découverte du truc et tous les examens qui sont enchaînés. Parce qu'au départ, on fait une radio, on fait une mammographie en disant qu'au final j'ai rien, on en refait une en disant que j'ai quand même quelque chose, mais qui savent pas, qui vont faire un prélèvement. Donc ils me font un petit prélèvement, ils n'arrivent pas à taper là où il faut. Donc on en fait un plus grand, après on redécouvre un autre nodule. Donc là on dit ah, il faut vous refaire un autre prélèvement pour voir ce que c'est, donc d'attendre. Et en fait c'est toute la phase d'attente qui est juste très dure à vivre parce qu'on ne sait pas et on ne sait pas si on doit s'angoisser ou pas. C'est finalement la période la plus angoissante. C'est ça. Tu préfères à ce moment-là savoir et dire ben, quelles sont les étapes suivantes pour me guérir? Absolument. Plutôt C'est-à-dire qu'au moment où on me l'a annoncé, alors je n'irai quand même pas à dire jusqu'à que c'est un soulagement, mais au moins je savais. Donc à mettre des mots sur ça. Donc c'est l'annonce en elle-même, c'était pas le pire en fait. C'était effectivement vraiment toute la période de doute. Mais je pense que pour toutes les situations, le doute c'est ce qu'il y a de pire. Quoi. Donc voilà.
Est-ce que, tout comme toi, c'était la période de doute qui a été le plus difficile, ou au final, c'est de se dire, bah non, finalement, il y a quelque chose, il va falloir maintenant être... Alors je pense que pour l'entourage, dans la mesure où physiquement j'allais très bien, ces peurs de doute, ils l'ont pas du tout vécu comme moi je l'ai vécu. Et eux ont plutôt pris la nouvelle réelle comme étant le début des choses difficiles. Alors que moi, j'ai effectivement vécu ces 2 mois avant, psychologiquement seule. Alors, c'est pas du tout de leur faute, hein, mais c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses. Et pour eux, l'annonce a effectivement été la vraie nouvelle. La plus difficile du coup, oui. à digérer. Ouais. Comment tu l'as expliqué finalement? La première fois, donc pour le premier, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit parce que je savais que j'aurais pas de traitement. On m'a dit voilà, vous avez des tumeurs qu'il faut enlever, mais elles sont restées à l'intérieur des cellules, voilà. Donc faut juste les enlever, faut les retirer. Donc je devais me faire opérer. Donc je suis juste allée dire à mes enfants que je me faisais enlever une petite saloperie dans le sein. Et puis voilà, faut remettre les choses dans leur contexte aussi. C'était le début des vacances scolaires, des grandes vacances. Après, il y avait la rentrée et je me faisais opérer moi après la rentrée. Et j'avais pas envie de leur perturber ni leurs vacances et ni les perturber pour leur rentrée scolaire. Et vu que je savais qu'il n'y avait pas de conséquences derrière et que voilà, donc j'avais pris le parti de rien dire, ce qui est une grave erreur. D'accord, et du coup, bah, forcément, en me disant cette petite phrase de fin, pourquoi aujourd'hui tu estimes que c'était une erreur? Parce que les enfants sont des vraies éponges à émotions, donc ça on dit beaucoup, sauf que là je l'ai vécu. Et notamment pour ma gamine, elle m'entendait quand même parler au téléphone, elle m'entendait dire certains mots, alors même si j'essayais de parler quand elle n'était pas présente. Mais de l'autre côté, elle sentait que je lui cachais quelque chose, et forcément, si je lui cache quelque chose, c'est que c'est forcément quelque chose de grave. Et donc, du coup, psychologiquement, elle s'est fait toute une montagne de ce que je pouvais avoir. Et elle n'a pas osé m'en parler parce que je lui en parlais pas. Et du coup, elle a effectivement assez mal vécu toute cette période-là. Alors que pour mon fils, pour lui, c'est effectivement passé de façon... Mais il est déjà beaucoup plus petit, c'est un garçon. Petit aussi. L'épreuve est passée, tu as survécu mentalement et physiquement à cette première difficulté. Déjà, première victoire, là on a envie de dire ben, bravo, hop, c'est super, on passe à autre chose, on ouvre une nouvelle page. Alors pour le premier, j'ai pas l'impression qu'il m'ait vraiment touchée dans la mesure où je l'ai pas trouvé... Enfin, j'avais pas l'impression d'être malade. Les traitements, j'avais pas de traitements qui m'ont affaibli. Physiquement, ça se voyait pas. Donc c'était juste, je me suis fait opérer du sein comme j'aurais pu me faire opérer d'un genou, quoi. Donc il n'y a pas eu pour moi à ce moment-là ni d'avant ni d'après. Mais il y a quand même eu une opération qui était relativement lourde. Oui. On m'a enlevé au final, j'avais des microcalcifications dans tout le sein. Donc on m'a effectivement enlevé tout le sein gauche. Et vu mon âge, les médecins ont préféré mettre une reconstruction dite naturelle, c'est-à-dire prendre du gracilis qui est au final un muscle de la cuisse, pour éviter de mettre des prothèses à renouveler tous les 10 ou 15 ans. Donc oui, l'opération avait duré 12 heures. Mais en même temps, moi je dormais pendant ce temps-là, donc c'est pas moi qui ai bossé. On se dit 12 heures, effectivement c'est long, et il y a aussi quand même des risques, j'imagine. Alors c'est long je pense que c'est très long pour l'entourage je sais que Fabien justement a a vécu ça de manière super difficile parce que voilà, il voulait savoir il avait hâte de te retrouver aussi. Mais pour moi, honnêtement, mis à part le réveil qui était un peu compliqué, parce que dans les vapes pendant bien 48 heures encore après, mais sinon ça allait. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déçu ou qui tu t'es dit bon bah il faut pas que je me fiche sur cette personne parce pour moi elle n'a pas la réaction que j'attendais d'elle, et du coup est-ce que tu t'es dit ben voilà je passe à autre chose, ou je prête pas attention, ou ils ne peuvent pas comprendre aussi? À l'époque j'en avais assez peu parlé, mais toutes les personnes qui étaient au courant très bien. Certains ont pleuré à l'annonce mais je me suis jamais sentie abandonnée ou quoi que ce soit. Et non, j'ai toujours eu cette chance d'être bien entourée. Voilà, enfin les gens ont continué à être avec moi comme avant. Ils n'ont pas changé leur attitude vis-à-vis de moi. C'était des gens bienveillants déjà pour la plupart.
donc qui ont continué à l'être après. Et, et donc ouais, il y a eu une vraie continuité, et moi ça m'a permis aussi de garder les mêmes repères, et pas me dire oh merde je suis malade alors que je n'avais pas conscience avant. Donc non, c'est ce qui m'a permis effectivement de pouvoir bien maintenir les choses. Et là j'imagine c'est quand même un peu le choc. Là, ouais, alors c'est un peu plus bizarre ouais, la deuxième fois, parce que surtout que la première fois, donc théoriquement on m'avait tout enlevé. Donc voilà, en me disant bon, on vous suit régulièrement, on vous suit une fois par an, voilà, mais vous vous inquiétez pas. Et la deuxième fois, par contre, ouais, donc c'était lors d'un examen annuel, donc de contrôle, de routine, et c'était 3 ans après. 3 ans après le premier, et il s'avère que je fais partie de 10% des femmes à avoir des glandes mammaires, mais sous les bras, mais c'est l'espace de 3 cm. Donc voilà, c'est un défaut de fabrication, hein. Mais voilà, et ces glandes-là n'avaient pas été retirées, parce qu'en règle générale, il me semble de mémoire du professeur, il y a eu 3 cas, enfin j'étais le 3e cas à développer un cancer dans ces glandes-là. Donc effectivement, ils voient en faisant mammographie, ils n'ont rien vu bien évidemment. L'échographie, ils ont vu qu'il y avait un nodule un peu particulier au niveau des ganglions sous le bras. Et là, ils m'ont tout de suite fait une ponction. Donc au moment de la ponction, oui, je me doute qu'il y a un truc bizarre qui se passe, enfin pas normal, parce que tout ça c'était du déjà vu, hein. Et là, par contre, les résultats étaient beaucoup plus rapides. Et là, on m'a effectivement annoncé que j'avais un 2e cancer que j'avais développé à cet endroit-là. Et qu'il était, par contre, pas du tout la même nature que le premier. Rien à voir avec le premier, donc c'est pas du tout une récidive. Hein. Par contre, ouais, j'allais avoir droit à tous les traitements dans la mesure où il était beaucoup plus agressif. Et donc ma chance, c'était théoriquement, il était réceptif à l'hormonothérapie, il était réceptif à l'Herceptin. Donc ça, c'est des traitements qu'on a. Et d'après les analyses qu'ils ont fait, mes cellules cancéreuses répondaient positivement à tous ces traitements-là. Donc j'ai eu droit effectivement à toute la panoplie de traitements derrière. Ouais. D'accord. Nous, comme ça, quand voilà, on a une personne de notre entourage qui est atteinte d'une maladie, on a tendance à se dire ne baisse pas les bras, allez, fonce, de toute façon tu vas réussir à vaincre la maladie une nouvelle fois, tu as réussi, même si c'est plus fort, on a envie d'avoir des mots encourageants. Parce que la première question, c'est effectivement, est-ce que tu penses que c'est finalement toi ou l'entourage qui a été le plus affecté par ce 2e cancer? Et la deuxième question, c'est au fond de toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Alors pendant tout ce qui est période début du traitement, annonce et tout ça, et même pendant le traitement, je pense que pour l'entourage c'est très 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 difficile. Presque plus que pour le malade. Parce que nous on sait dans quel état on est, on sait si on va bien ou pas, on sait si on est fatigué ou pas. Les autres ne savent pas. Donc ils ont toujours peur de faire trop ou de faire pas assez. Il faut pas, mais ils vont s'oublier forcément, parce que quand ils vont avoir un mal de crâne, quand ils vont avoir mal au genou, quand ils n'ont pas le droit de se plaindre, parce que c'est toujours moins grave que ce cas. Voilà. Donc souvent l'entourage très proche s'oublie complètement et est complètement impuissant par rapport au malade. Donc je pense que c'est des moments. J'ai pas eu cette place-là. Mais je pense que c'est très, très difficile effectivement pour les proches, notamment pour le conjoint. J'ai oublié les suites de questions. Et du coup, c'était difficile du coup pour le conjoint, mais finalement, toi, au fond, quand on t'annonce cette maladie-là, toi, oui. Au fond, toi, qu'est-ce que tu ressens? Sur le coup, il y a du pourquoi moi. Pourquoi ça me tombe sur la gueule alors que j'ai absolument rien dans les critères. Donc une fois, je veux bien, surtout que c'était pas très grave, donc c'est pas grave, allez, on passe. La deuxième fois, je me suis dit, il y a un vrai signe du destin qui fait qu'il y a un message à me faire passer qu'il faut que je capte rapidement. Et si je comprends pas ce message, ça va être très compliqué après. Il fallait que je comprenne pourquoi je suis tombée malade. Pourquoi je devais vivre tout ça, et j'ai arrêté de me dire pourquoi moi, mais c'était plutôt qu'est-ce que je dois en retirer de cette épreuve-là, qu'est-ce que je dois comprendre pour pouvoir continuer à avancer et être là.
Le moment le plus difficile, évidemment, et je reste dans c'est on sait pas. On sait pas comment ça va évoluer. On sait pas comment on va s'en sortir. Encore aujourd'hui, voilà, je sais pas comment je serai dans 5 ans. Je sais pas comment ça va aller. Mais cette phase de doute, elle s'atténue quand même avec le temps. Parce enfin, personnellement, je me laisse un peu plus porter par les événements. Et j'accepte de prendre tout ce qui m'arrive. Et je me dis que même si c'est des épreuves difficiles, elles sont pas si graves que ça au final. C'est-à-dire que oui, j'ai une période où physiquement j'étais juste immonde, où je me reconnaissais plus du tout. J'avais pris 15 kilos de rétention d'eau parce que j'avais plus de cils, plus de sourcils, que j'avais les yeux qui coulaient tout le temps, que j'avais plus de cheveux, que j'étais fatiguée, que j'étais rougie, etc. Mais c'est temporaire. Je veux dire, aujourd'hui, je me suis retrouvée moi comme j'étais avant. Et j'ai appris à réaccepter mon corps différemment. Et donc, du coup, il y a toujours un côté positif dans tout ce qu'on vit. Forcément, il y a eu la femme que tu étais avant ces épreuves, oui. Et il y a la femme que tu es aujourd'hui. Oui. Il y a une différence. Oui. Tu peux nous en parler? Je m'accepte beaucoup plus qu'avant. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Et je pense qu'avant, j'avais besoin des autres et d'exister par les autres pour être heureuse. Et je sais qu'aujourd'hui, la clé, elle est en nous, en fait. Et c'est à nous de décider si oui ou non on veut profiter des choses et pas aux autres. Donc ça paraît peut-être un peu fou et le lien se fait peut-être pas facilement pour tout le monde. Mais en vivant ces épreuves-là, on se rend compte qu'on est de toute façon seul à les assumer. On est seul à les vivre, même si on peut être aidé, mais on est quand même seul dans notre chair à le vivre. Et on se rend compte que notre façon d'interpréter ou de vivre les choses va influencer notre capital bonheur en fait. D'accord. Donc en fait, c'est assez marrant parce que là, on est en train de presque de parler d'un sujet parallèle, mais d'actualité, où justement aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux accentue le fait qu'on ait besoin des autres pour exister. Et justement, là, tu es en train de me dire que finalement, aujourd'hui, si tu n'avais pas, tu as ta famille, tu es toi, tu as construit en fait ton milieu, mais finalement, ça devient presque secondaire, alors qu'avant ça avait vraiment une place importante. J'ai jamais fait le lien et tu en parles maintenant, donc, mais je confirme, ou je pense qu'avant, je postais beaucoup plus de choses, je partageais beaucoup plus de choses. Depuis la maladie, j'en partage moins. J'en ai moins besoin effectivement et ce que j'ai partagé, alors en général c'est des moments de bonheur et voilà, mais j'ai pas besoin de reconnaissance des autres dans ma vie au quotidien, proche avec la famille. Donc finalement cette expérience, cette difficulté, on dit souvent que ce qui ne tue pas nous rend plus fort. On est exactement dans cette image-là. Effectivement, tu en ressors grandi. Ouais. C'est bien. Et j'ai aucune... ça a été négatif sur la période parce qu'on vit des moments pas drôles. Donc je peux pas dire que c'était une chance ou voilà, pas du tout. Mais il y a un réel côté hyper positif qui en est ressorti. À aujourd'hui, c'est clair. D'accord. Pour moi, tu es une femme qui est resplendissante. Tu es vraiment belle. Et on sent en fait une certaine sérénité. Il y a quelque chose que tu dégages aujourd'hui qui est vraiment très fort. En fait, moi je t'ai connue par le biais de Cyrielle, cette fameuse photo qui a gagné d'ailleurs un prix, parce que justement là tu prenais, je vais la mettre en fait pour qu'on puisse la voir, et tu prenais justement une perruque que tu portais. Que j'ai acheté oui, dans le cadre de la maladie, avant de perdre les cheveux. Ou, voilà. C'était rassurant de te dire, parce que c'est quand même hyper important. Non, c'était normal, c'était pas rassurant. C'est quand on a une chimio, il faut porter une perruque. Donc je suis rentrée dans ce truc-là. D'accord. Et au final, à le vivre, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Donc le geste de jeter effectivement cette perruque à la poubelle était... symbolique là, mais c'était un geste quand même très très fort où j'aimerais que les femmes puissent effectivement s'assumer.
J'ai l'impression qu'on est obligé de se déguiser quand on est malade pour cacher la maladie comme si c'était une honte. Et il n'y a pas à avoir honte d'être malade. Et c'est comme si on voulait préserver les autres de la maladie, alors que c'est déjà dur à vivre comme ça. Et j'ai dû la mettre 2-3 fois. Je l'ai mis une fois parce que je faisais un examen bancaire, voilà, en pleine période où j'étais malade. Donc voilà, il fallait quand même que socialement je paraisse normale. Je l'ai mis 2-3 fois en allant Normal. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on n'est pas normal quand on est malade. Et, mais je l'ai très rarement assumé. Ma grand-mère savait pas que j'étais malade, donc dès que j'allais la voir, je mettais la perruque. Par contre, dessus, je mettais soit un bonnet en hiver, soit je mettais un foulard en été. Parce que la perruque en elle-même, je cachais la perruque en fait sous des accessoires parce que je l'assumais pas. Donc au final, je l'ai acheté avant de savoir comment j'allais vivre le truc. Et je me préférais sans, vraiment. Alors, pas devant tout le monde parce qu'il y a un regard bizarre des gens qui ne nous connaissent pas. Un regard de pitié qui est assez dur à accuser parce que on se sent bien au final. Tous mes proches me connaissaient, enfin, m'ont vu toujours sans rien sur la tête. C'est une certaine manière d'empathie, je pense, que les gens ont sur les personnes qui effectivement n'ont plus de cheveux parce que tout de suite on fait référence à la maladie. Mais je pense aussi c'est une peur. C'est ça. C'est dommage parce qu'on doit se camoufler, comme tu l'expliquais, alors qu'au final, comme tu disais, tu te sentais beaucoup plus toi, beaucoup mieux dans ta peau sans finalement. Alors oui, c'est une vraie peur que les gens ont. Quand ils voient des gens malades, ils ont juste peur de la maladie. Attention, c'est la lèpre, c'est ça. Ils vont nous toucher, on va être malade également. C'est ça. Et il y a une question de pitié aussi en se disant le pauvre il va mourir, ou elle va mourir. Et puis même moi, je veux dire, avant on disait quelqu'un avait le cancer, et effectivement on assimile très vite le mot cancer à la mort, alors qu'au contraire, toutes les personnes que j'ai connues qui étaient malades, on a quand même cette chance après, enfin toutes je sais pas, mais une grosse partie en tout cas, d'arriver à voir justement tout le côté positif de la vie qu'on voyait pas avant. Alors autant j'ai toujours vu très positivement relativement tout, mais là c'est encore démultiplié et j'ai développé une vraie... je pleure beaucoup, mais depuis que je suis malade je pleure énormément. Par contre pour moi c'est pas une faiblesse, c'est des vraies émotions que je vis, que je ressens, et je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir vivre des choses au fond de soi. Et de pouvoir aussi les exprimer. Moi quand je te vois, j'ai pas l'impression d'avoir un être humain, j'ai l'impression de voir un super-héros. Parce que forcément, moi j'ai envie de te dire, non mais c'est vrai que le côté peut-être que les autres pourraient dire pas normal, parce qu'effectivement, voilà, il y a eu un cancer et que c'est peut-être pas normal, mais pourtant ça fait partie de nos vies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le cancer. Moi j'ai envie ils ont réussi à surmonter ça et bravo quoi, parce que comme je te l'ai dit, tu dégages quelque chose d'hyper fort. Donc moi je suis très admirative. J'ai vraiment l'impression qu'il manque la culotte là. La culotte et la cape, mais il y a un super héros qui règne en toi. C'est ça. Est-ce que tu te rends compte justement de ce que tu communiques aux autres? Les gens me le font partager de plus en plus. Oui, j'ai effectivement des témoignages spontanés de gens soit que je connais, des amis, des proches, ou même, mon mari, et d'étrangers, de personnes que je connais pas. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie grâce à ça, où c'est pour la plupart des très jolies rencontres. Mais ouais, je pense que les gens ont besoin d'avoir un côté positif et un côté rassurant, parce que comme dit, la maladie leur fait tellement peur. Là, de leur dire que c'est pas grave, voilà, bien sûr qu'il y a des gens qui en meurent, mais même si on en meurt, il y a une tranche de vie qu'on va vivre quand on est malade, où il y a des vrais échanges avec nos proches, et c'est une chance immense de pouvoir vivre ça. On a moins peur des choses et on a moins peur... Moins de pudeur. Ouais, mais oui, il y a moins de choses qui nous affectent négativement. Je sais qu'avant, j'avais toujours un peu peur de mourir, je pense comme beaucoup. Je vais pas dire qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de mourir, mais je sais que je vais pas avoir d'emprise là-dessus.
Donc je vais pas commencer à m'angoisser sur un truc sur lequel je n'ai pas d'emprise. Je vais pas perdre du temps à stresser pour quelque chose que je ne vais pas maîtriser. Si effectivement je dois mourir plus tôt que les autres, ou si je dois encore déclencher un troisième et que ça devait mal tourner, je ferai tout pour me battre, bien évidemment. Je ferai tout pour essayer de vivre ça au mieux. Mais les choses arriveront et ça me donne une certaine sérénité. Tu t'as dit le mot avant, et je pense que j'ai vraiment gagné en sérénité par rapport à tout ça. Et c'est pas du tout... j'abandonnerai du tout, hein, au contraire. Mais ça me permet de pouvoir mieux profiter de l'instant présent et de pas avoir peur de l'avenir. En fait, c'est ça. C'est je profite de l'instant présent au mieux. Et dans tout ce qu'on va vivre, il y a du bon côté, mais il y a des mauvais côtés. Mais très souvent, les gens ne voient que le mauvais côté. Et c'est dommage, parce que le bon côté, c'est quand même ce qui nous fait avancer. Et c'est ce qui nous rend heureux, justement, donc, dans la quête du bonheur. Ok. On t'a vu, du coup, être marraine de la Strasbourgeoise. On t'a vu courir avec une force impressionnante. Des larmes de joie à l'arrivée. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ce moment-là Ouais, pour moi, c'est important de me retrouver. Enfin, quand on est sous traitement, on perd réellement toute capacité physique. Donc moi, j'ai toujours couru avant, ça a toujours été mon sport. C'était dur de me sentir diminuée. Le simple fait des fois de me lever, de marcher, j'étais épuisée. Je marchais avec mes enfants, je leur disais de marcher moins vite parce que j'étais trop fatiguée. Et j'ai quand même... J'ai persisté à essayer au moins au minimum de marcher tous les jours, 3, 4, 5 km. Et quand je pouvais, de reprendre la course à pied. Et je m'étais effectivement fixé du coup cet objectif qui était la Strasbourgeoise. Alors l'objectif que je me suis fixé, c'était de me rapprocher de ce que j'étais capable de faire, sachant très bien qu'avec les traitements, c'était impossible d'arriver au même niveau qu'avant. Et pour ça, effectivement, j'avais besoin d'un soutien sportif, où j'ai réintégré un groupe, un club d'athlètes, qui était mon club d'enfance d'ailleurs. Et j'ai été entraînée donc par une coach sportive, par un entraîneur. J'ai changé mon côté nutritionnel. Et ça m'a permis du coup de recourir, d'être nouveau intégrée dans un club, retrouver une force, de retrouver de la vitalité, qui est très important. Et c'est surtout que j'ai découvert un soutien qui est complètement dingue. Pour moi, la course à pied était principalement un sport individuel. Et là, toutes les filles, je faisais les séances d'entraînement avec elles, donc pas forcément à leur niveau. En revanche, le jour de la course, ou même un peu avant, elles m'ont dit de toute façon, on la courra avec toi. Et pour moi, c'était très très fort parce que c'était toutes des filles qui avaient un très très bon niveau. C'est toutes des filles qui auraient pu faire un podium. Et puis elles ont mis leur performance sportive de côté juste pour courir avec moi, pour m'accompagner et pour vivre toutes ces émotions-là. Et je trouve que justement cette générosité-là, et c'est le vrai sens de la Strasbourgeoise, qui est une course donc du coup solidaire pour lutter contre le cancer du sein. Je trouvais que cette image, elle était juste merveilleuse. L'émotion remonte. Et les larmes, effectivement, à l'arrivée, étaient doubles. C'était la concrétisation de toute cette période d'entraînement. C'était de sentir une vraie cohésion et quelque chose qui était vraiment porté par tout le monde, et notamment par ces filles-là. Et puis, je me suis pas mal rapprochée aussi du temps que j'avais fait. Donc, voilà, c'était tout bénéfique. Bout à bout, effectivement, l'histoire de ces jeunes femmes qui jouent le côté solidaire jusqu'au bout, c'est hyper fort. Surtout que c'est des vraies sportives. C'est des vraies sportives qui courent pour la gagne, quoi. Puis elles font toujours un podium quand elles arrivent, toutes. Donc là, il y avait une dimension juste exceptionnelle. Ouais. Ah oui, effectivement. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a une suspicion de maladie, qui se retrouve justement dans cette période de doute qui est la période la plus difficile que tu as vécue et que tu as partagée avec nous, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors la toute première chose, et c'est tout le monde le dit tout le temps, et on tombe toujours dans le piège, faut pas aller sur internet. Mais ça, j'ai été démolie psychologiquement 2 fois, parce qu'on avait découvert un truc au poumon, on m'avait découvert un truc au foie, et à chaque fois, je me voyais effectivement en phase terminale,
alors que ça n'avait jamais été des métastases. Donc ne jamais regarder sur le net, parce que quand bien même, même si on vous déclare que vous avez quand même un cancer, ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain. Et du coup que chaque cas est vraiment différent. Ouais. Et on ne peut pas en fait se baser sur le cancer, même si c'est exactement, enfin, même si c'est le même qui est positionné, c'est jamais finalement le même, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes réactions face à ça. Et et puis alors ça c'est facile à dire, j'ai pas réussi à le faire, mais de pas angoisser avant l'heure effectivement, et d'attendre juste simplement les résultats. Mais je pense que c'est très difficile à faire. Celui-là qui arrivera à le faire, il faudra juste qu'il me dise comment il fait. Mais voilà, mais au moins d'essayer, voilà, de surtout pas regarder sur net et pas essayer d'analyser des choses où on n'a pas tous les éléments. Voilà. S'il y a des éléments s'il y a des examens justement et qu'on fait une analyse complémentaire, c'est pour infirmer ou confirmer ou une information qu'on n'a pas. Donc faut attendre d'avoir les informations réelles avant de se projeter dans quoi que ce soit. Très bien. Et si tu devais justement parler à un ami ou un conjoint ou un enfant qui veut voir une vidéo pour justement, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que je pense qu'effectivement, nous, on a tendance aussi, enfin, la personne va chercher, mais les personnes qui sont autour ont envie de savoir également et vont peut-être aussi avoir cette démarche de recherche. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui vont entourer la personne qui est confrontée à un potentiel... Qu'il faut en parler. Si le conjoint a des craintes, qu'il exprime ses craintes. Si le conjoint ne sait pas quoi faire, qui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu ailles mieux. Oui, les enfants, alors moi j'ai 2 enfants qui ont agi complètement différemment, et la moindre crainte qu'il avait ou quoi que ce soit, il me posait les questions, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut juste parler, il faut juste échanger, il faut dire les choses comme elles sont, comme on les ressent, et c'est effectivement... je trouve ça bien de ne pas avoir de tabou, de garder les choses en soi. Et puis, ouais, échanger. Parler, et quand vous avez un proche qui est effectivement malade et que vous ne savez pas quoi faire, vous dites-lui. Vous avez peur que cette personne meure, mais il faut lui dire. Et voilà. Je pense que si le fait de parler... la communication, ouais. Vraiment de ne pas avoir de frein. Et de ne pas avoir peur d'en parler parce qu'effectivement, C'est ça, c'est que souvent quand le conjoint ou les amis ils savent pas quoi faire, ils vont réagir, donc des fois on comprend pas leur réaction, ou du coup ils vont rien dire, donc on se dit mais ils s'en foutent, et alors que non, justement, quand vous êtes, je sais pas, ne serait-ce qu'un ami, et que vous... la plupart de mes amis ont super bien réagi, et moi je sais que j'ai même une amie qui m'appelle, qui me dit je sais pas ce que je peux faire pour toi, mais juste que tu saches que je suis là. Voilà, elle avait fait ce qu'il fallait faire. Les gens peuvent pas se battre pour nous. On ne demande pas non plus de la présence. Enfin, moi personnellement, j'avais pas besoin d'avoir quelqu'un à mon chevet tout le temps, bien au contraire. Mais des fois, juste d'avoir un message, un petit texto avec juste un petit cœur. Ok, je sais que la personne est là et qu'elle pense à moi. Et je pense que c'est important de savoir qu'on pense à nous. Mais par contre, d'éviter tout le côté pitié. Et je pense que la pitié vient quand on communique pas les choses justement, quand l'autre a peur de ses propres sentiments et qu'il n'arrive pas à les exprimer. D'accord. Il suffit de les exprimer, ça ira mieux. Ok. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.